every last Vietnamese from their country. At the outbreak of war, the army numbered less than 35,000 and was totally unprepared for combat. Within the ranks had swung to more than 150,000. The mobilization swept into combat, peasants, students, boys, factory workers, clerks, and even girls, with little or no training, ill-equipped, but fired with enthusiasm. Tragic attacks of the military regime have been to mount massive conventional operations. No subtle hide-and-seek of counterinsurgency. Before bulldozing forward, airstrikes, bombing and strafing are called, and a barrage of artillery, mortars and small arms from the ground. Too often, and too late, it's realized that the guerrillas have fled. The casualties and the captives are frightened civilians. The Viet Cong are fighting a political war. And the Cambodians, as the Vietnamese and Americans and French before them, are fighting a military war. Take that hill and we'll have gained more territory. The communists are not fighting for territory. They're fighting for the right to maintain infiltration trails, and they're fighting for control of the people. This is where the Civil War aspect comes in. And more villages that are destroyed by Cambodian artillery and American and Vietnamese and Thai airstrikes, the more Khmer Rouge or Red Cambodians are made, and the Civil War builds up. What good we shatter it to bits and then from ashes build. Khmer, Khmer. Ou des portefeuilles de la brousse, mais d'interminables fils de camions transportant hommes et munitions. Après avoir vidé Phnom Penh de force de toute sa population, puis chassé tous les étrangers, les Khmers rouges refusèrent à tous les journalistes le droit de voir ce qui se passait au Cambodge. Yeah.
Les grands travaux, mis en scène pour le cinéma de propagande, présentés comme les réalisations vitales de tout un peuple mobilisé dans l'enthousiasme, n'étaient en réalité qu'un spectacle de façade dissimulant totalement la vérité. Qui pouvait alors effectivement soupçonner la folie du régime, ses cruautés et les massacres. Avec cette vitrine, cette fausse prospérité cautionnée par le retour du prince Sihanouk dans son palais royal, on put croire un moment que le nouveau gouvernement khmer allait permettre la reconstruction et la réconciliation nationale. La construction de la grande voie de communication entre Phnom Penh et la Chine était, elle aussi, symbolique de l'encouragement au développement. Mais à l'exception de l'Angleterre, qui a voulu sans doute donner des gages à Pékin afin de privilégier ses relations économiques, aucun pays occidental ne voulut reconnaître les Khmers rouges du Kampuchéa démocratique de Pol Pot. Voulut alors montrer la force militaire de son système de défense. Le même film de propagande avait aussi pour but de prouver l'efficacité de la nouvelle armée équipée de matériel chinois. Phnom Penh était maintenant doté de matériel lourd, de vedettes garde-côtes et de MiG chinois. Les témoignages de quelques réfugiés khmers commençaient cependant à faire connaître la vérité. Et le Vietnam, de son côté, sortit d'une longue période de silence pour dénoncer les crimes des Khmers rouges. Ce fut alors les premiers accrochages entre les soldats de Pol Pot et l'armée vietnamienne, prélude à la guerre entre les anciens alliés. Avril 1978. L'équipe de TF1, 3 ans après la chute de Saigon et le départ des Américains, pouvait se rendre dans la zone des premiers accrochages avec les Khmers rouges. La patrouille vietnamienne nous emmena près de Ha Tien, à proximité du golfe de Siam. Les villages avaient été évacués, car depuis un mois, les Khmers rouges avaient lancé 8 offensives sur le territoire vietnamien. La veille de notre reportage, 3000 Khmers rouges des régiments 401 et 403 avaient attaqué les défenses vietnamiennes. Ce fut la première fois que les autorités de Hanoï voulurent montrer comment, harcelée par Pol Pot, l'armée vietnamienne s'engageait dans des combats qui, de défensifs, allaient devenir plus tard offensifs. Sur le terrain des avant-postes, nous devions dénombrer nous-mêmes 36 cadavres Khmers rouges. Pendant cette même période, de nombreux Cambodgiens parvenaient à s'enfuir pour venir se réfugier au Vietnam. Ici, dans le camp de Ben San, dans la province de Tay Minh, plus de 8000 personnes, dont la moitié comprenait des enfants de moins de 14 ans, étaient prises en charge par les autorités vietnamiennes. Selon les chiffres de Hanoï, à cette même époque, déjà plus de 200 000 Khmers étaient venus se réfugier au Sud-Vietnam, provoquant un grave problème de prise en charge et de ravitaillement. À Ben San, un territoire de 500 hectares était réservé à l'accueil des réfugiés avec la possibilité de mettre en culture la zone afin de créer un nouveau village risicole. Les Cambodgiens que nous rencontrèrent dans le camp nous apportèrent tous des témoignages accablants sur les exactions des Khmers rouges. Quelle était votre vie au Cambodge avant de venir ici? Pardon? Quelle était votre vie au Cambodge avant de venir ici? Nous
travaillons, tout le monde travaille au champ, après le grand événement du 17 avril. Vos enfants également? Oui, monsieur, nos enfants également. Et vous étiez à quelques kilomètres de la frontière? À 50 km de la frontière. Et comment vous êtes-vous enfui? Pendant la guerre entre les Khmers rouges et les Vietnamiens, le long de la frontière est libre, presque libre. C'est pourquoi nous pouvons s'enfuir au Vietnam. C'est notre but depuis longtemps. Et depuis que vous êtes dans ce camp de réfugiés, comment les choses se passent-elles? Ici, nous pouvons trouver ce qu'on dit la vie. Nous avons charitablement accueillis par les Vietnamiens. Nous avons des médicaments, des riz à manger suffisamment. C'est beaucoup mieux que notre ville natale, notre pays natal. Et vos enfants? Mes enfants, j'ai en tout 4 enfants. Les 2 ont été morts au Cambodge par le Beriberi. Sino-vietnamiennes, les soldats et les blindés chinois avaient envahi le nord du Vietnam afin de soulager les Khmers rouges, repoussés à la frontière thaï par l'armée vietnamienne, occupant progressivement tout le Cambodge. L'armée chinoise, après avoir tout détruit dans les villages de la zone frontalière, s'était repliée. Selon Pékin, cette opération punitive ne devait être que temporaire. Selon Hanoï, au contraire, la difficulté de manœuvrer dans les défilés montagneux et l'efficacité des milices vietnamiennes avaient eu raison des soldats de Pékin. De nombreux soldats chinois venaient d'être faits prisonniers et nous furent présentés comme la preuve, selon la version de Hanoï, de la défaite chinoise. En fait, de Cao Bang à Lang Son, jusqu'à 50 km de la frontière, tout était totalement détruit. Dans cette zone morte, nous ne rencontrâmes que quelques vieillards rescapés, restés sur place, les milices populaires et les soldats de l'armée vietnamienne. Nous avons croisé des centaines de Khmers en haillons, errant sur les routes, essayant de retourner dans leur village, recherchant les survivants de leur famille. Les Khmers rouges ont été défaits, chassés à la frontière thaï. Les soldats vietnamiens sont partout. Pour les survivants du génocide, ce fut la libération. Par contre, les gouvernements des pays occidentaux accusèrent Hanoï d'occuper et d'annexer le Cambodge. Phnom Penh n'était plus qu'une ville morte, sans eau, sans électricité, avec seulement quelques rares nouveaux occupants et les milices de sécurité. Comme un immense décor de cinéma, les maisons de la capitale khmer n'étaient plus qu'une suite de façades mortes, de coquilles vides. Après avoir forcé la population au lendemain de leur prise du pouvoir à quitter Phnom Penh en quelques heures, les Khmers rouges avaient ensuite systématiquement détruit tout ce qui, dans les maisons, symbolisait la civilisation décadente occidentale. Dans la ville, nous avons rencontré par hasard ce groupe de Khmers rouges prisonniers, accompagnés d'un seul soldat armé. Selon les autorités militaires, la plupart des soldats Khmers rouges en déroute, errant dans les campagnes, se rendaient par petits groupes. Il était alors impossible de laisser rentrer la population dans la ville sans pouvoir assurer son ravitaillement. Alors la capitale fut quelques semaines encore un vaste no man's land, quadrillé par les forces de sécurité composées essentiellement de soldats vietnamiens et de quelques milices populaires khmers. A été réfugié dans la province de Battambang. Et puis tout le monde est malade, tout le monde est mort maintenant, crise de maladie surtout et de la famine. Et puis maintenant il ne me reste que ma soeur, ma petite soeur et un neveu à ma soeur. Combien de personnes sont mortes? 11 personnes, dont
Je n'ai jamais eu de nouvelles depuis 1976, début 1976. On a dit qu'il faut que vous alliez à la barrage, vous savez. Et puis, plus de nouvelles d'eux, mes deux petits frères. Ils ont l'âge de 20 ans et 22 ans. Et plus maintenant, plus de nouvelles d'eux. Et votre mari? Mon mari, on l'a emmené 5 jours après la prise de Phnom Penh. Parce que on a jugé que c'est bon de dire la vérité aux gens. Parce que maintenant que la guerre est finie, on doit dire la vérité, ça fait rien, puisque tout le monde est militaire, tout le monde est soldat. On ne va pas tuer tous. Et depuis ce temps-là, j'ai plus de nouvelles de lui aussi. Et j'étais enceinte de 3 mois. Huit mois plus tard, la famine menaçait la population khmer. Dans le port de Kompong Som, pourtant, de nombreux bateaux avaient livré les secours de l'aide internationale. Un vaste mouvement de solidarité s'étant manifesté à travers le monde. On a alors accusé le Vietnam de détourner le riz à son profit. Pourtant, les entrepôts étaient pleins. Et quand nous parvinrent à nous rendre sur place, le premier train ralliant le port à Phnom Penh venait seulement... Never lie. I'm not a liar. I have always been very frank, loyal, faithful to my country and homeland and my people. I never betrayed. I don't betray. I will not betray my country. So I tell you always the truth and only the truth. Rien que la vérité. I never lie. So I assure you, I swear that I did not see the Vietnamese. The last time we met was in September 1975 in Hanoi. I repeat September 1975. Because before reaching Phnom Penh, I went from Peking, I went to Hanoi to say bonjour to the Vietnamese leadership, and I went to Phnom Penh. That was in September, I repeat, 1975, and since then I did not meet the Vietnamese. Even their shadow, with their shadow, I did not meet. Even the shadow of the Vietnamese. Yes, it is true that sometimes I saw them, you know, in the General Assembly of the United Nations, because I have to attend each session of the General Assembly. I went there, I saw Vietnamese, but we did not meet, we did not have any conversation. So I could not have a secret deal with them since I did not meet with them. And it is true that in December 1984, I was in Paris then and the foreign minister of Phnom Penh, Mr. Hun Sen, who is now Prime Minister also in Phnom Penh, he wanted to meet with me, to have conversations with me in Paris. That was in December 1984. And the French government conveyed to me the wish of Mr. Hun Sen and his delegation from Phnom Penh to have conversation with me, but I said no, I cannot see you, I cannot meet
with you, Hun Sen, and your delegation. Why? Because I am not allowed by my partners in the coalition government of Democratic Cambodia to see you, to meet with you. So I did not meet with them. But the reasons, the two reasons,